Bonjour et bienvenue dans Maman et moi. Je suis Ludivine Tourlonia, autrice et créatrice de ce podcast dans lequel vous entendrez des récits sincères, puissants, parfois fragiles, mais toujours vrais. Si ce projet vous touche, vous pouvez le soutenir en vous abonnant, en laissant 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute et en partageant autour de vous. Chaque geste compte pour faire entendre ces voix. Merci infiniment. Et maintenant, place à l'épisode du jour. Dans la première partie, elle nous a raconté le choc, l'urgence et ce premier face-à-face avec son bébé si petit dans la couveuse. Dans cette deuxième partie, on entre dans un temps différent, celui de l'attente, des jours à l'hôpital, des montagnes russes émotionnelles. Celui où chaque heure compte, où l'on apprend à vivre entre espoir et peur, sans jamais vraiment savoir ce que demain réserve. Un récit qui parle de résistance, d'adaptation et de cette force que l'on ne soupçonnait pas, mais que la situation oblige à trouver. Bonne écoute. Donc ils l'ont monté en néonat. Et quand c'est que tu as pu aller le voir, j'ai envie de dire presque pour de vrai, plus que juste sa main. Très vite, au bout de 2 heures, j'ai dit c'est bon, je sens mes jambes, je peux y aller. On m'a dit oui madame, on va venir vous chercher, tranquille quoi. Puis je suis là oui c'est bon, je suis au taquet. Et puis du coup, on m'a monté dans ma chambre. C'était cool parce que j'ai pu rester en prénatal. Ils m'ont mis dans une chambre toute seule. Ouais. Et en plus, ils m'ont pas mis avec les autres mamans qui ont des bébés. Et ça, franchement, j'ai trouvé que c'était hyper bienveillant. Et en plus, c'était du coup les sages-femmes que je connaissais, ce qui me rassurait aussi. Parce que j'étais vraiment perdue, complètement. Voilà, je monte en chambre, je sais plus exactement, mais je devais rester, faire je sais plus quoi. Et puis là, mais en fait, moi j'ai un rendez-vous avec mon bébé. Je dois y aller. Et c'est là, oui, madame, on attend encore un peu, on va vous amener un fauteuil pour que vous puissiez vous asseoir et tout. Et puis j'étais là, ok. Et en fait, j'attendais, ça venait pas. Au bout d'un moment, je me suis levée. Et j'ai dit, mais en fait, je dois y aller. Et ils m'ont un peu grondé, faut pas vous lever comme ça, vous venez d'avoir une césarienne. Je suis là, oui, mais en fait, je dois y aller. Vraiment, il fallait que j'y aille, quoi. C'est là, en fait, que j'ai pu aller le voir. Et ton conjoint avait pu aller le voir avant aussi, ou bien non? Je me souviens pas de ça. D'accord. Je sais qu'il l'a vu, je sais pas à quel moment. Je sais pas s'il est vite monté puis qu'il l'a vu. C'est pas impossible. Okay. Mais tu te souviens pas? Non. Donc là, tu as pu monter toi le voir. Donc j'ai pu aller le voir. Il était à peine plus grand que ma main. Donc c'est hyper impressionnant. Il y a des machines partout. En même temps, je comprends pas, ça sonne tout le temps. Et là, je peux même le toucher. Et en fait, il a la peau qui colle. Ok. Je dis, il a une peau... Elle était très rouge déjà. Ouais. Et en plus, elle collait. L'infirmière m'explique qu'en fait, c'est parce que les couches de peau, elles sont pas encore toutes terminées, faites. Ouais. Ah, c'est comme quand on se coupe en fait, puis qu'on voit une espèce d'autre peau dessous, bien c'est ça? Si on veut. En fait, je sais pas comment expliquer. Ok, d'accord. C'est vraiment comme s'il y avait pas cette peau là où... Ouais, la dernière, quoi. Ouais. Ok. Il y avait des petites poussières qui se collaient dessus. Enfin, franchement, c'était très impressionnant. Et puis, il était minuscule et je pouvais pas le porter. Il était trop instable. Ouais. L'infirmière m'explique que l'état est critique, que c'est compliqué, qu'un bébé aussi petit, il a quand même peu de chances de survivre, mais que pour le moment, ça s'annonce quand même plutôt bon. Qu'on va voir en fait comment ça évolue. En fait, ils sont jamais vraiment optimistes. Ils sont même plutôt très pessimistes. Et ça sera tout du long de l'hospitalisation. Ok. Parce qu'ils veulent pas donner de faux espoirs. D'accord. Mais ça, c'est comment tu gères ce pessimiste permanent autour de toi? C'est vraiment dur. Ouais. C'est vraiment dur parce qu'en fait, j'ai l'impression que ça va jamais. Ouais.
Et du coup, je suis en plein postpartum. Enfin, c'est déjà difficile à gérer. J'ai une prééclampsie. Un jour, je demande à une infirmière, je lui dis, écoutez, j'ai compris que ça allait pas. Vraiment, j'ai compris. Mais moi, j'ai besoin maintenant de savoir ce qui va. Et s'il vous plaît, donnez-moi des choses auxquelles m'accrocher parce qu'en fait, c'est trop difficile là. Et de là, elle me dit, en fait, ça fait 4 nuits que je suis avec votre fils. Les médecins, ils ont que l'aspect clinique, des chiffres, des trucs comme ça. Moi, je vois que quand même, il bouge un peu plus, il est plus réactif, il se tourne vers la lumière, il répond à votre voix, enfin, des choses comme ça. Et puis je suis là, ok, là, ça me fait du bien, en fait. En fait, il m'annonçait tout le temps que dans 1 heure, on ne savait pas s'il serait encore là. Et ça, c'est super violent, en fait. Ah oui, ouais, c'est clair. Et donc là a commencé le gros parcours de l'hospitalisation. Est-ce que tu peux nous en parler un peu? Ça a été une hospitalisation longue et compliquée. Très vite, en fait, ils nous ont annoncé qu'il était en train de faire une entérocolite nécrosante. Ça veut dire qu'en fait, l'intestin du bébé, quand il naît aussi prématurément, il n'est pas censé fonctionner. Moi, l'image que j'ai, je ne sais pas si c'est une image très médicale, mais c'est un peu comme un collant qui laisse passer en fait toutes les bactéries. Ce qui fait que du coup, le ventre, il est contaminé en fait par toutes ces bactéries. Ce qui cause des infections, etc. Et en fait, ça s'est super mal passé dans l'annonce parce que la médecin n'a pas du tout été bienveillante. Et je dis, mais du coup, ça veut dire quoi ? Elle m'a dit qu'ils vont lui donner des antibiotiques, voir comment il va réagir à ces antibiotiques. Le but, ce serait qu'il ne faille pas opérer parce qu'à ce moment-là, il fait 600 grammes. Et que c'est compliqué, une opération sur un enfant de 600 grammes. Elle me dit que là, les antibiotiques pourraient faire en sorte que l'infection parte et que du coup, ça lui laisse le temps, lui, de un bout refermer ce qu'il doit refermer et que voilà, ce soit fini et qu'on n'en parle plus. C'est pas ce qui s'est passé. Il a dû être opéré quand il faisait 600 grammes. Oh. Quand la médecin m'a annoncé qu'il avait cette entérocolite, je lui ai demandé s'il pouvait en mourir. Donc elle m'a dit oui. De là, j'ai un peu pleuré, quoi. C'était un peu violent. Et puis là, je me suis fait vraiment, je peux dire, je pense, maltraitée. Où elle m'a dit, mais comment vous pouvez pleurer comme ça devant votre enfant, il subit déjà des choses difficiles, c'est horrible ce que vous êtes en train de lui faire vivre. Mais quelle horreur. Et du coup, j'étais là. Enfin, je suis restée un peu sidérée parce que on m'annonce que potentiellement il va mourir, que en fait, je suis en train de lui faire du mal. Et enfin, bref, ça a été super violent. Là, j'ai demandé du soutien à l'association Né trop tôt. Il y a un papa qui a été incroyable, qui est passé aussi un bout par ce même chemin où sa fille a vécu une entérocolite. De là, en fait, il m'a un peu suivi pendant cette année d'hospitalisation. Et du coup, de là, il m'a expliqué un petit peu ce que c'était, comment ça allait se passer, ou en tout cas comment lui, il l'avait vécu avec sa fille. Et en fait, ça faisait trop du bien de parler à quelqu'un à qui il fallait pas expliquer tous les termes médicaux, tout ce que je peux ressentir et tout ça. Donc ça a été vraiment hyper bienveillant et incroyable. Franchement, ça m'a fait trop du bien. Suite à ça, justement, mon fils a dû être opéré quand il faisait 600 grammes. J'ai demandé à la chirurgienne si elle avait déjà opéré des enfants de 600 grammes. Elle m'a dit non, ce sera une première. Je ouh. C'est pas très rassurant. On savait pas aussi si c'était opérable, si c'était pas opérable. Ouais. Si les intestins n'étaient pas fonctionnels, il n'aurait pas pu rester en vie. Ouais. Et puis, après, il fallait gérer le post-opératoire. Parce que œdème, et s'il a trop d'œdème, il arrive moins bien à respirer. Donc, ça peut avoir des conséquences sur le respiratoire.
Ça a été des semaines un peu compliquées. Il avait doublé de poids, mais c'était vraiment de l'eau. Ok. Et puis, une fois que ça allait mieux, ils ont pu lui donner... Il avait une sonde pour lui mettre le lait. Donc moi, je tirais mon lait. J'avais pas grand-chose, mais je tirais mon lait. En fait, ils mettaient 1 millilitre, je sais pas, genre toutes les 4-5 heures. Wow. Pour voir si ça allait pas. Ils ont dû faire des pauses parce que d'un coup, ça allait quand même moins bien. Et après, ils laissaient en pause 2-3 jours et ils retentaient. Ça veut dire que pendant 3 jours, il pouvait ne pas être nourri, en fait? Il n'était pas nourri par, entre guillemets, la bouche. Ok. Mais en fait, depuis qu'il est né, ils lui ont mis un cathéter central. D'accord. C'est un cathéter qui... Enfin, d'abord, il passe par l'ombilic. Et puis après, en fait, ils mettent un cathéter dans le bras, en général. Et puis, en fait, c'est un cathéter qui va jusque vers le cœur et dans lequel ils mettent, entre guillemets, de la nourriture. D'accord. Où il a, en fait, la base. Ok, ouais. C'est ce qu'il a besoin pour potassium, grandir, ouais, des trucs un peu comme ça. Ok. Le but, c'était en fait de petit à petit faire fonctionner cet intestin qui était malade, sachant qu'en fait, ils lui ont posé... En fait, ils ont coupé l'intestin en deux. Ils ont enlevé ce qui allait pas bien. Il y a la partie qui est de la bouche à l'intestin qui était en fait avec une poche sur le ventre. Donc, ils pouvaient faire des selles et ça sortait dans cette poche. Et l'autre qui était plus endommagée. Et ils espéraient du coup qu'elle puisse devenir un jour fonctionnelle. Elle était en pause pour voir si elle arrivait justement à... Ouais, exactement. D'accord. Donc ils ont commencé petit à petit à lui donner à manger. Ça a été vraiment un long combat. Il a fallu faire plusieurs pauses parce qu'il a fait des infections, des choses comme ça. Ok. Comment s'est organisée votre vie avec un bébé hospitalisé si longtemps ? Ben, c'était un peu compliqué. En fait, on a des animaux et du coup, c'était difficile pour moi de gérer les animaux, d'être là-bas. Enfin, voilà. Parce que quand même, les animaux, on peut se dire, ah, c'est pas grave, mais ils ont quand même besoin de soins aussi. Ouais, c'est ça. Moi, je pouvais pas les abandonner. Enfin, ce que je faisais, c'était que, grosso modo, déjà, je me réveillais à 6h le matin pour appeler la néonate pour savoir comment il avait passé la nuit. Et du coup, je savais comme ça que j'avais l'infirmière qui s'était occupée de lui la nuit parce que le changement était à 7h. D'accord. Après, je dormais un peu jusqu'à 8h, 9h. Je tirais mon lait. Je m'occupais des animaux. Je retirais mon lait. Je me re-occupais des animaux pour être sûre que tout allait bien. Et de là, je partais. Des fois, j'essayais de manger aussi avant de partir. Au début, j'arrivais vers les, 13h, quelque chose comme ça. Et puis, après, je partais vers 2, 3, 4, 5h du matin. Parce que du coup, je pouvais être là-bas quand je voulais. Ah, donc tu passais de 13h à 5h du matin à l'hôpital et tu revenais après. Ok. Ouais. Parce que comme ça, je savais que mon conjoint, il finissait à 17h, il pouvait rentrer, s'occuper des animaux. Ah ouais. Et du coup, j'avais un temps un peu où je pouvais juste être à l'hôpital avec mon fils. Et après, ce qui était très, très compliqué, c'était justement de se faire à manger, de faire le ménage. Enfin, il y a des trucs un peu basiques comme ça où, du coup, je mangeais plus. Les infirmières m'avaient autorisé à prendre un truc au Selecta puis à le manger dans la chambre parce que je pouvais pas, en fait. J'allais pas aux toilettes. Je passais des heures là-bas. Vraiment, si vraiment je devais aller aux toilettes, je courais. J'avais l'impression qu'à chaque fois que je quittais sa chambre, il pouvait mourir, en fait. D'accord. Et du coup, c'était difficile pour moi de partir. Ok. Je voyais personne. J'étais que là-bas, en fait. Ok. Et quand tu étais à côté de lui, qu'est-ce que tu faisais ? Je faisais beaucoup de peau à peau. Parce qu'on a... Là, tu pouvais le prendre, la peau... Enfin, je veux dire, tu parlais avant de la peau qui collait. Là, c'était plus le cas ou bien ? Alors, en fait, avec cette peau un peu pas formée, ce qu'il fallait pas, c'était de les caresser. D'accord. Parce qu'en fait, si je le caressais, ça faisait comme si je lui faisais mal, en fait. Ouais. La peau, elle était beaucoup trop sensible. Mais par contre, au bout du 3e jour, j'ai pu faire mon premier peau à peau. D'accord. Et après, ça dépendait de quand il était stable, pas stable. Il y a des fois où je pouvais, et du coup, j'en faisais un max.
Notre corps, c'est 11 heures non-stop, Ok. posé sur une chaise sans bouger. En fait, les transferts entre la couveuse et moi, ou le papa, c'était un moment critique. Donc il y avait vraiment beaucoup d'infirmiers, d'infirmières, avec tous les câbles. Lui, il pouvait parfois décompenser au niveau respiratoire. Donc c'était vraiment tout le temps compliqué. D'accord. Donc on ne faisait pas des allers-retours entre la Ouais. couveuse et nous. Et on faisait du coup un pot à pot au début, un pot à pot par jour, Ok, quand c'était possible. d'accord. Quelles ont été les étapes médicales importantes pendant cette année? Tu nous as parlé de cette opération à 600 grammes. Mhm. Est-ce que, enfin, j'imagine qu'il y a eu d'autres étapes importantes médicalement. Est-ce que tu peux nous en parler? La première, c'était le premier kilo. Bah oui. Ah ouais, on l'attendait, ce premier kilo. Il Mhm. l'a atteint mi-juin, Parce qu'il il est né quand du coup? mi-avril. Mi-avril. Ok. Et avec toutes ces opérations et tout, ça a été très long. Mhm. Et du coup, j'ai appelé ce papa là qui m'a soutenue. Il m'a dit « Ah, c'est trop la fête !» Enfin, franchement, on était trop contents. Je crois que j'ai appelé tout le monde. Et après, il y a eu des étapes un peu plus compliquées. Comme par exemple, il a eu une rétinopathie du prématuré. En fait, les enfants qui naissent prématurément, ils sont pas censés être au contact de l'oxygène, en fait. Mhm. Et du coup, dans l'air, il y a de l'oxygène. Eux, ils sont intubés, donc ils ont de l'oxygène. Mhm. Et puis lui, parfois, il avait beaucoup d'oxygène. C'est-à-dire que l'air ambiant, il est à 21%. Mhm. Et puis, lui, des fois, il était à 100%. Par moment, quand la situation était critique, etc. Mais volontairement, on le mettait à 100% pour l'aider. Oui. Ok, d'accord. C'était soit ça, soit il en avait pas assez, puis il Ok. pouvait mourir. Donc D'accord. il y a par moment, il n'y avait pas le choix. Mais ils essayaient de faire en sorte, en fait, il est scopé. Donc, Ça veut dire quoi, scopé? ça veut dire qu'il a cet écran-là où on voit le rythme cardiaque, l'oxygène, la saturation et tout ça. Et du coup, dès que on voyait que la saturation était bonne, il descendait un petit bout dès qu'il pouvait un petit peu l'oxygène. Et ils étaient vraiment hyper attentifs à ça pour justement ne pas le surdoser en oxygène, pour pas qu'il y ait trop de conséquences au niveau des yeux. Ah bah ça a des conséquences sur les yeux. Ouais. Ok. Mais c'est quoi comme conséquences sur les yeux? Alors, en théorie, en fait, je sais pas trop, mais grosso modo, ça fait que les vaisseaux des yeux deviennent un peu fous et puis que ça peut... Donc il y a trop, ils se multiplient comme ça. Ça, c'est ce que j'ai compris. Hein. Okay. Oui. Si ça se trouve, c'est pas du tout ça. Mais c'est vraiment ce que j'ai compris. D'accord. Et puis en fait, ils deviennent tortueux. Donc ça veut dire qu'ils sont plus droits et comme ils devraient. Donc ça peut avoir des conséquences sur la vue. D'accord. Mais il existe une opération avec un laser. Ils viennent piquer au laser et tout. Et en fait, ça ils ont vu qu'il y avait ce problème-là début juillet, alors qu'on était sur une pente vraiment ascendante. Et on s'est dit, ah, trop bien, enfin voilà. Et puis, il y a ça qui est tombé. Et le médecin m'explique qu'il va devoir se faire opérer le vendredi, en urgence, parce que il n'y avait rien. Et tout d'un coup, il y a eu beaucoup, parce qu'ils font des tests toutes les semaines. Ok. Et puis tout d'un coup, ça arrivé d'un coup, ils comprennent pas pourquoi ça va aussi vite et il faut agir avant qu'ils ne perdent la vue. Et j'ai dit ok, il y a opération, mais ça veut dire qu'ils vont devoir l'intuber parce qu'à ce moment-là, il était sous un masque à oxygène. D'accord. Et ça, c'était vraiment une grande étape au niveau respiratoire pour essayer de laisser un peu tranquille les poumons parce que l'intubation, ça fragilise les poumons. Ok. Et il me dit oui, il va falloir le réintuber. Et je dis mais il va pas supporter. Ils m'ont dit, mais madame, s'il supportait pas, on ne vous aurait pas proposé ça. Et là, franchement, j'étais inquiète. J'ai dit à tout le monde, il va pas le supporter. Il est trop fragile. Et puis un nouveau mot tombe. Une opération. Une intubation. Et malgré tout ce qu'elle a déjà traversé, tout ce qu'ils ont déjà traversé, elle est persuadée d'une chose. Son bébé ne va pas supporter cette étape-là. La suite de ce témoignage vous sera proposée la semaine prochaine. Merci d'avoir écouté Maman et moi.
Si cet épisode vous a touché, n'hésitez pas à le partager, à laisser un commentaire et à vous abonner. Vous pouvez aussi suivre le podcast sur Instagram pour découvrir les coulisses et ne rien manquer des prochaines histoires. À très bientôt pour un nouvel épisode de Maman et moi.